Alors, les logiciels actuels sont performants, certes, mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le contrôle. En effet, dans beaucoup d'autres domaines, comme par exemple l'aviation, personne n'imaginerait entrer dans un avion sans l'aide de logiciels puissants. Chacun aurait peur. Eh bien, dans le domaine de la fiscalité, on s'est dit que c'était tout à fait possible également de faire la même chose. Donc, la mise en place de contrôles beaucoup plus puissants s'est avérée totalement indispensable. Quelques exemples simples. Le chiffre d'affaires, lorsqu'il baisse, eh bien, il faut opter pour conserver le réel normal. Les holdings, qui ne peuvent pas penser forcément à faire des secteurs distincts d'activité dans ce genre de situation. Les sociétés qui bénéficient du taux à 15%, les PME. N'oublions pas qu'il faut que le capital soit libéré. Parfois, c'est oublié. Les frais financiers. Les nouveaux dispositifs obligent à faire des réintégrations. Certes, ça comporte et ça concerne essentiellement les grandes entreprises, mais beaucoup de sociétés peuvent être concernées à un moment donné. L'article 221.5 du Code général des impôts, le changement d'activité, les nouveaux textes vont obliger les professionnels à être très attentifs sur le suivi, notamment des effectifs, du chiffre d'affaires. Voilà quelques exemples qui me paraissent édifiants. Dans le domaine formel, ce type de logiciel peut apporter également d'importantes avancées. On peut imaginer l'état des sursis qu'il faut déposer tous les ans. Le rappel, lorsqu'on a du long terme, le 2059A, la manière de le compléter n'est pas toujours impeccable, ça peut aider énormément. Les provisions, le caractère fiscal ou non des provisions et leur suivi dans le temps également n'est pas toujours bien fait. Lorsqu'il y a des levées d'options en crédit bail, des documents sont à déposer. On peut imaginer également que ce type de système puisse apporter la liste des documents à déposer par chaque contribuable. La difficulté de ce type de logiciel dit expert est d'être très simple pour l'utilisateur. Tout d'abord, les sources sur lesquelles repose le raisonnement du logiciel, ce sont les balances comptables, bien évidemment, mais aussi les états CERFA. Il faut également qu'il puisse agir dans le domaine du réel normal et du réel simplifié. À partir de là, le logiciel va émettre des messages simples, directs, à partir des sources que je viens de citer. Exemple, il y aurait des produits de filiale dans la balance comptable et pas de régime mère-fille dans les états CERFA, un message va se déclencher. De la même façon, s'il n'y a pas suffisamment de possibilités pour le logiciel de conclure, il peut être amené à poser des questions supplémentaires à l'utilisateur. Exemple, on a des immeubles, il n'y a pas de CRL de mentionner. Est-ce que cette situation est normale ? Alors évidemment, ce type de logiciel apporte des avantages, mais aussi peut-être quelques inconvénients. Tout d'abord, les avantages, un nombre de contrôles très important, qui sont simples et de surcroît qui vont s'enrichir avec le temps et l'expérience. De la même façon, une très grande sécurité et une baisse de responsabilité du professionnel est à noter. D'ailleurs, le logiciel propose un rapport général synthétique de l'ensemble du contrôle. Dans les inconvénients, il faut les citer également. Bien évidemment, ce type de logiciel ne peut pas remplacer un auditeur expérimenté. De la même façon, il peut y avoir des messages que l'utilisateur va déjà connaître. Et peut également y avoir à noter une mise à jour très importante à faire puisque c'est en phase avec les évolutions fiscales. Mais peut-on parler d'inconvénients dans ce cas-là puisque la mise à jour va être du ressort de l'éditeur et non pas de l'utilisateur.